pour vous dire que voilà, bonjour à tous. Donc c'est notre première ICEP Café de cette année. Cet ICEP Café va être enregistré comme vous venez de l'entendre et du coup, vous pourrez retrouver sur YouTube l'ensemble de la présentation une fois que ce sera terminé dans la semaine. Avant de laisser la parole à nos intervenants, je voulais vous dire un petit mot. Donc, l'actualité de l'ICEB, qui est notre association, c'est qu'on organise une formation qui commence dès octobre 2022. Cette formation s'appelle « Concevoir frugal pour aller vers une vraie sobriété ». Les inscriptions sont possibles jusqu'au 29 septembre. Vous pouvez trouver toutes les actualités, vous pouvez trouver cette actualité sur notre site asso-iceb.org. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. C'est une formation qui coûte 900 €, qui dure 12 jours. On a voulu cette formation ouverte au plus grand nombre parce qu'il nous semble vraiment urgent d'accélérer un petit peu la transition énergétique et écologique des bâtiments. Et donc, du coup, le souhait, c'est vraiment de former massivement des personnes avec des membres de l'ICEB et aussi des amis, des membres de la frugalité heureuse. Voilà, toutes les informations sont sur notre site. Et sinon, vous pouvez aussi nous contacter pour avoir des informations. Donc, ce soir, c'est un ICEP Café accompagner les acteurs de la transition, les outils et les retours d'expérience dans le bâtiment. Et nous avons le grand plaisir et l'honneur de recevoir 2 personnes de l'Institut Négawatt, Laure Charpentier, qui est accompagnatrice de transition à l'Institut Négawatt et qui va nous parler de Planissimo 2050. Jérémy Selsan, qui est responsable pédagogique de l'Institut Négawatt et qui nous parlera de retour d'expérience d'Aurémy. Et puis, nous avons aussi la chance d'avoir 2 personnes de l'ICEB, Christine Le Cerf et Emmanuel Pat, qui sont membres du COPLAB et qui interviendront également. Voilà, je vais laisser la parole dès à présent à Laure Charpentier pour la première présentation. Peut-être avant que Laure ne parle, dire que comme l'ensemble des ICEP Café, on va avoir les 3 présentations à peu près 3 fois 20 minutes. Et ensuite, on aura un temps d'1 heure pour les questions-réponses. Si jamais vous avez des questions qui vous brûlent les doigts, vous pouvez tout à fait les inscrire dans le chat. Comme ça, on les prendra dans l'ordre après. Ou si les intervenants ont le temps d'y répondre, ils y répondront directement si ça ne nécessite pas un échange. Et vous pouvez également prendre la parole. Donc, après l'heure de présentation, il y aura un temps pour les questions où ce sera possible de poser les questions de vive voix. Là, on vous demandera simplement de lever la main avec les petites images en bas de votre écran et d'ouvrir la caméra pour demander la parole. Voilà. Merci. Bonne ICEP Café. Voilà. Et on peut dire aussi que ce que je disais tout à l'heure quand on préparait avec les intervenants, c'est qu'à l'ICEB, et tout particulièrement les membres du COPLAB, on est absolument ravis de faire cet ICEB Café sur ces questions d'accompagner les acteurs du changement, qui nous semble quelque chose de fondamental. Et on est en particulier très, très content de pouvoir le faire avec l'Institut Négawatt, avec qui on a pas mal de proximité dans les valeurs et les objectifs. Voilà, et donc du coup, je laisse la parole à Laure Charpentier. Bonjour, bien d'abord merci de cette invitation, c'est l'occasion d'interagir avec les adhérents ICEB et puis nouveaux interlocuteurs, nouveaux acteurs que nous sommes quelque part collectivement sur cette question de transition. Négawatt, pour en redire 2 mots, c'est simplement un travail d'une vingtaine d'années à l'origine, dans le début des années 2000, sur les questions de prospective énergétique, comment éclairer les décideurs, notamment avec des éléments factuels, rationnels, quantifiés sur les trajectoires à suivre pour permettre à la France d'aller vers un système énergétique soutenable. À une époque où on avait les annonces un peu, des grandes annonces politiques, mais absolument pas de feuille de route. Et puis, l'Institut, filiale de l'association Négawatt, travaille depuis 2009 à l'accompagnement sur le terrain des acteurs de la transition. Et on verra que les remontées de terrain ont fait évoluer les pratiques et la prise en compte, au-delà de la dimension d'expertise, de cette question de la dimension humaine, l'accompagnement au changement.
Et le propos que je vais initier moi ce soir, il va être plutôt de vous expliquer, enfin, j'ai plutôt conçu comme un témoignage, non pas du tout comme un apport d'expertise, ni comme une formation, ni comme de l'expertise au sens où on se sentirait arrivé sur ce sujet-là. Non, on apprend, on intègre cette nouvelle dimension dans nos pratiques et c'est ça que j'avais envie d'illustrer en vous montrant un petit peu des extraits, donc ça va faire un petit peu mosaïque de là où on s'essaye, là où on se frotte, notamment en lien avec le domaine du bâtiment sur ces questions d'accompagnement au changement. Alors moi, je vais commencer par une devinette et partager mon écran pour ça. Et je vais vous demander de répondre dans le chat à ma devinette, qui est, à votre avis, qui a dit ça? Si je vous lis, la question du changement de comportement et plus généralement de l'évolution des modes de vie est un enjeu clé de la transition écologique. Il est désormais largement admis que le progrès technique à lui seul ne permettra pas d'atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, si vous avez des idées, notez-les dans le chat. Le GIEC, première proposition. Qui a dit ça, à votre avis? L'ADEME. L'ADEME. D'autres inspirations? Personne n'ose se mouiller, hein. Il y a les noms de savoir qui répond. Le président Emmanuel Macron. Négawatt. Allez, encore une ou deux idées de sources là-dessus? Macron, Chirac. Nos politiques auraient cette vision-là déjà. Alors, effectivement, ça a été cité au début, mais ils sont déjà bien informés. C'est effectivement l'ADEME. Et l'ADEME, je le cite parce que quelque part, ce rapport qui est tout à fait accessible en ligne et qui date de 2016 a vraiment fait rentrer dans le réseau des acteurs, d'accompagnateurs de la transition écologique, cette dimension humaine du changement, la légitimant par ce premier rapport qui date de 2016. Mettre l'éclairage, mettre les projecteurs sur cette dimension humaine était quand même un petit peu un pas de côté par rapport aux approches purement techniques qu'avait l'ADEME. C'est toujours pas gagné, ils évoluent tout comme nous on évolue en interne, mais très légitimement ça a fait marque et ça permet de justifier que cette thématique-là est une matière à traiter à côté des sujets techniques. Vous dire que nous, on a fait le même chemin, c'est-à-dire que Négawatt, avec ses travaux d'expertise et de prospective, avait et a toujours cette ambition d'éclairer et d'objectiver les chemins à suivre et de permettre d'éclairer les décisions à prendre. Néanmoins, le constat est que 20 ans après les premiers scénarios, la mise en route individuelle et collective n'est pas à la hauteur, alors même que les éléments factuels sont posés. Donc, nous, dans nos pratiques de terrain et d'accompagnement des collectivités, des maîtres d'ouvrage, des structures, des entreprises, des associations, voire des particuliers, j'en dirai deux mots, on a été obligés et on a cheminé sur cette question de meilleure prise en compte de la dimension humaine de la transition écologique. C'est un changement culturel, puisque là, on ne va plus du tout avoir du vocabulaire habituel dans nos champs techniques, dans nos champs d'expertise technique. Le vocabulaire illustre que l'on ouvre un registre avec lequel on n'était pas familier jusqu'ici. Donc oui, on va parler d'envie, on va parler de confiance, on va parler de pouvoir d'agir, on va parler de l'humain, on va même évoluer la manière dont on communique et puis et la manière dont on essaye de donner envie. En tout cas, on fait bien le constat que savoir ne suffit pas pour changer, savoir ne suffit pas pour passer à l'action, et qu'on avait besoin de se former pour comprendre les mécanismes. Je ne vais pas beaucoup approfondir sur ce sujet-là, mais voilà, maintenant on se forme nous-mêmes et on est formateur et on a ce volet de formation et d'offre de formation à l'accompagnement au changement pour ceux qui ont envie d'approcher et de se questionner sur leur posture professionnelle pour la faire évoluer avec une meilleure
doses d'accompagnement et de prise en compte du facteur humain. Donc, je ne vais pas rentrer dans le contenu de ces formations-là, mais sachez que ça existe. J'avais envie aussi de vous dire que on est rentré par la petite porte sur ce sujet-là. D'abord avec la question justement de la brique individuelle. Je ne suis pas encore sur la thématique complètement du bâtiment, mais pour quelque part s'acculturer et puis parce que c'était effectivement l'humain n'est pas un tout, c'est une somme d'individus. On a commencé à travailler sur la question de l'accompagnement au changement vers un mode de vie bas carbone ou comment est-ce qu'on accompagne l'évolution des pratiques de la vie quotidienne pour réduire son empreinte carbone. Et ça, on le fait avec la méthode des conversations carbone, qui, comme son nom, comme en tout cas la baseline l'indique, l'idée, c'est de ne pas aller sur ces questions de réduction d'empreinte carbone par des histoires de culpabilisation, de moralisation, ni même de défis, etc., mais bien d'aller accompagner l'individu à trouver ses propres motivations, ressorts de changement, leviers pour changer dans le plaisir. Et pour ça, aborder aussi, le faire au travers de l'ensemble des thématiques qui constituent l'empreinte carbone, dont le logement. C'est le deuxième atelier après avoir c'est 6 ateliers de 2 heures conversation carbone. Et on aborde la question de l'énergie dans le logement dans un des 6 ateliers. Donc, ça fait intrinsèquement partie. Et d'emblée, je peux illustrer qu'on ne commence pas à parler de kilowattheure et de gaz à effet de serre à ce moment-là. On commence avec le groupe Conversation Carbone à s'interroger, où chacun peut s'interroger plus exactement sur qu'est-ce qui compte dans son logement. Qu'est-ce qui, de son ressenti, fait le confort dans le logement, fait qu'on est bien chez soi. Le voisinage compte tout autant que l'absence d'humidité dans les murs. Vous voyez, chacun a ses propres critères qui vont faire son bien-être et son attachement à son logement. Donc voilà, c'était une petite illustration. Je ne m'appesantis pas énormément, mais pour vous dire que déjà dans cette méthode, il y a cette combinaison de la technique et de l'humain. L'idée, c'est le rationnel n'est pas à dissocier de l'émotionnel, de l'affectif, de tout ce qui relève des sciences humaines et sociales. Donc, tête, cœur, corps, tête pour la compréhension intellectuelle des choses. On a besoin d'être nourri à cet endroit-là. Le cœur pour tout ce qui relève des valeurs, de l'émotionnel, de ce qui compte pour soi, qui est complètement partie prenante aussi bien dans le champ personnel que dans le champ professionnel. Et puis, le corps, on va dire la main, c'est le faire, passer à l'action. Donc ça, c'est conversation carbone. Je vous ai mis cette diapo-là juste parce que dans le rendu, vous pourrez probablement avoir accès aux diapos et vous savez que si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet-là, il y a un décryptage par une psychosociologue qui est accessible en ligne sur YouTube. Et je vais maintenant focaliser un petit peu plus sur comment, de ces apprentissages, de ce propre cheminement qu'on a eu de meilleure prise en compte de l'humain, on a essayé et on essaye toujours de marier ça avec nos approches techniques d'accompagnement. Je vais commencer par un premier sujet qui touche à Planissimo 2050, enfin Planissimo 2050 étant la proposition méthodologique, l'offre que nous avons pour accompagner les gestionnaires de grands parcs bâtis tertiaires à se doter d'une vision sur les trajectoires. Donc là, on retrouve la prospective NEIAWatt, comment objectiver la trajectoire pour passer d'un parc bâti de plusieurs centaines de bâtiments, plusieurs centaines de milliers de mètres carrés, voire millions de mètres carrés, peu performant ou moyennement performant, en tout cas dans son état actuel, à un parc bâti tertiaire qui remplirait non seulement les objectifs du décret tertiaire pour ceux qui connaissent, mais disons qui contribue à la hauteur des enjeux énergie-climat. Donc oui, ça, de nouveau, on l'a abordé avec un angle technique. On sait faire de la prospective, faisons de la prospective également sur les parcs bâtis tertiaires, aidons les maîtres d'ouvrage à se doter d'une vision objectivée. Donc on travaille pour le citer avec des partenaires, et notamment le bureau d'études Enertech, et on le présente effectivement comme un programme pour la transition énergétique des parcs bâtis. La démarche Planissimo partait du constat que oui, quand on est en gestion d'un parc important, on est plutôt en manque de données pour planifier, on est sous contrainte de budget. C'est pas évident de faire des préconisations d'ensemble, on a plutôt des approches opération par opération, sans remettre forcément ça dans un scénario d'ensemble. Et on a travaillé sur une démarche qui permettrait de répondre à ces questions-là pour éclairer la décision stratégique. Je ne rentre pas beaucoup dans le détail pour ça, avec juste le fait que ça combine
un accompagnement technique organisationnel, une application numérique en web service et un club utilisateur. Donc déjà, on sent poindre la question de l'humain un peu derrière, mais au départ, ce travail-là avait été démarré en 2014-2015 sous forme de prototype avec le conseil départemental du Val-de-Marne. C'était une approche purement technique et d'expertise. Donc, je vais redire 2 mots de l'application numérique, mais simplement pour ensuite aller élargir sur comment on a enrichi la démarche d'une autre dimension. La démarche est le moteur de calcul Planissimo. C'est l'idée de simuler des scénarios, simuler des trajectoires en partant de l'état du parc bâti avec une base action de performance énergétique qui sont paramétrées et paramétrables et qui, par des jeux de simulation et si, des jeux d'hypothèses, permet de simuler des trajectoires et de voir quel est l'effort à faire, quelle stratégie, éventuellement, quelle trajectoire au pluriel pourrait être appliquée sur ce parc bâti pour qu'il y ait un choix de on s'y prend comme ci ou on s'y prend comme ça, qu'il soit vraiment éclairé et qu'il soit une décision, on va dire, rationnelle, aussi bien sur les budgets que sur les opérations à mener en premier, que sur le rythme de rénovation, etc. Donc ça, c'était Planissimo. De la même façon que pour les scénarios négawatts français, ça apporte de la connaissance rationnelle objective qui permet une décision éclairée. Par exemple, avec des résultats qui permettent d'écrire un rythme avec une montée progressive en puissance et de rythme, ça c'est le scénario de la ville de Lille, sur comment est-ce qu'on décide de s'y prendre, quelle typologie de bâtiment on attaque en premier, à quel rythme. Là, c'est des logiques de mandat, être en rythme de croisière sur les 3 derniers mandats pour être au rendez-vous de 2050. Et puis, éclairer la baisse, c'est les courbes verte pour l'objectif, bleu pour la trajectoire choisie de diminution des consommations énergétiques du parc, et puis le croisement avec la dimension financière et le niveau d'investissement. OK, donc ça, c'est la partie technique, c'est la partie expertise, on va dire, de la démarche Planissimo. On a travaillé avec un certain nombre de collectivités, donc de maîtres d'ouvrage, plutôt publics, gestionnaires de grands parcs bâtis. Et puis le constat, je vais plutôt le montrer comme ça, c'est qu'en fait, la question de quelle trajectoire, oui, OK, ça sert pour un arbitrage décisionnel, mais ça ne prépare pas la capacité de la mise en action de la trajectoire et de sa mise en œuvre. C'est-à-dire que si ça reste une étude pour rester, l'expression consacrée, rester calé à une table ou rester dans une armoire, et que ça n'a pas été fédérateur des équipes sur le terrain, on n'a rien gagné. Voilà, on a peut-être satisfait un arbitrage politique, mais on n'est pas non plus organisé en dessous pour faire face. Donc, on a décidé d'enrichir la méthode en disant, mais en fait, c'est une combinaison entre élaborer une trajectoire énergétique et économique, où je suis aujourd'hui, quelle est la combinaison de travaux sur quelle partie de mon parc, à quel rythme va me permettre d'atteindre les objectifs 2050. Donc, combiner cette partie-là avec une dynamique d'accompagnement au changement, aussi de questionnement des pratiques effectives des équipes internes. Je pense à Bordeaux, c'est 300 personnes, la direction des bâtiments, enfin, c'est des équipes assez conséquentes. Comment eux, qui dans leur quotidien n'ont pas tous l'énergie comme guide, vont être impactés, sont concernés par la question de la performance énergétique du parc. Comment ça vient re-questionner la pratique de l'électricien, la pratique des conducteurs d'opération, la pratique aussi avec les prestataires fournisseurs par exemple sur les contrats d'exploitation, etc. Notre parti pris d'emblée a été de dire on n'est pas dans une posture d'expertise, conseil, diagnostic de l'expert qui viendrait auditer, oui, ce serait plutôt ça. On n'est pas dans une posture d'auditeur qui viendrait dire là c'est au top et là c'est la catastrophe. On s'est d'emblée, fort de ce qu'on avait comme expérience, notamment avec Conversation Carbone, placé dans une posture d'accompagnement. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est comment les équipes qui sont les héros de l'affaire peuvent se saisir des choses à faire, des enjeux de changement,
les nommer collectivement et y trouver un intérêt à travailler ensemble. Donc ça nous a demandé d'approcher les choses un peu différemment et d'inventer d'autres manières de faire. Et d'inventer aussi, ou en tout cas de faire rentrer dans notre discours et notre manière d'échanger avec nos commanditaires, hein, puisque nous, on répond à des marchés, à des appels d'offres, on a plutôt les directions des bâtiments en face de nous, de faire rentrer dans leur champ de préoccupation une dimension qui n'était pas la question qu'ils nous posaient au départ. On ne vient pas nous chercher pour faire de l'accompagnement organisationnel, et quand bien même, ce n'est pas là-dessus qu'on est. On ne vient pas nous chercher pour gérer des conflits en interne ou faire de la médiation. On ne vient pas nous chercher pour organiser de l'événement mobilisateur ou du team building, etc. Enfin, on n'est pas du tout identifié sur les champs classiquement d'accompagnement, enfin, la dimension humaine organisationnelle. Et pour autant, nous, on dit que c'est un champ avec lequel on veut aborder les missions qu'on nous confie. Donc oui, il faut faire rentrer dans le vocabulaire et dans nos échanges une dimension pour laquelle on n'est pas du tout identifié à ce stade. Alors ça va nous amener, par exemple, à montrer ce type de diapo en copile. Expliquer que l'iceberg du changement, c'est oui en apparence dans la partie émergée de l'iceberg des choix en apparence rationnels, nos choix d'organisation, nos choix de mode de vie, nos choix même d'investissement apparaissent comme des choix soi-disant rationnels, mais en réalité, il y a toute une partie immergée de l'iceberg qui est à l'œuvre. Et en général, on leur pose la question de savoir si est-ce que vous avez constaté déjà que sur des projets pour lesquels vous avez travaillé, pour lesquels vous avez présenté alternative A, B avec des critères d'évaluation rationnels, vous pensiez que la balance allait pencher d'un côté et en réalité, c'est autre chose qui a été choisi et puis vous n'expliquez pas forcément la décision. J'imagine que les uns les autres, vous avez ce genre de retour d'expérience et qu'il y a des forces à l'œuvre, hein, des éléments agissants qui sont plutôt individuellement et collectivement sous la partie, on va dire sous le niveau de l'eau. Donc oui, on est tous des êtres pas que rationnels, on a du rationnel, mais on est agissant aussi à partir de ce qui nous donne envie, de ce qui sont des enjeux pour nous, des enjeux, on est vraiment dans le champ des sciences humaines et sociales. Donc, amener ça à un comité de pilotage, ça permet de sonder si d'emblée ils nous disent non mais merci, au revoir, ou si quelque part ça peut résonner avec des questions qui se posent en interne et s'ils ont envie de continuer la discussion avec nous. Donc oui, on est assez assertif sur des choses en disant bah, nous, on s'interroge à cet endroit-là et vous. De la même manière qu'on peut expliquer aussi les nuances. J'ai beaucoup parlé d'accompagnement au changement sans le définir, donc je vais en dire 2 mots. Mais expliquer les nuances entre le pilotage du changement, la conduite du changement et l'accompagnement, c'est distinguer ces 3 méthodes d'accompagnement, ces 3 modalités de changement, au travers de 2 critères qui sont qui définit le point d'arrivée, pour vous, pour eux, pour les gens qui sont concernés par le changement, et qui définit la route à suivre. Dans le pilotage, le point d'arrivée et la route à suivre avec les étapes ne sont pas définis par la personne concernée par le changement. Il est objet de quelque chose qui a été décidé en extérieur. Dans la conduite, le point d'arrivée est défini par l'extérieur. Les modalités pour y arriver peuvent être laissées à la main de la personne ou du groupe concerné par le changement. Donc, on va là, ça m'est imposé. Par contre, les routes pour y parvenir, j'ai peut-être de la marge de manœuvre. L'accompagnement, et là, on est plutôt dans des changements subis, c'est-à-dire où le point d'arrivée est défini. L'accompagnement au changement vient plutôt proposer une intention, c'est-à-dire, oui, on va vers un parc de bâti performant qui veut ramer avec nous dans cette barque-là. Et c'est pertinent lorsque on s'intéresse à du changement choisi, le changement choisi étant beaucoup plus pérenne et nécessaire quand c'est des changements profonds que des changements imposés de l'extérieur. Donc l'accompagnement s'avère indispensable lorsqu'on est dans des changements de pratique pour lesquels la personne a complètement un libre arbitre. Donc on va procéder de manière complètement différente. Donc
commencer à semer ces graines-là dès les comités de pilotage, voire dès les interactions qu'on a en amont des missions, c'est commencer à ouvrir un champ qui est en général méconnu pour les maîtres d'ouvrage. On en parle. En fait, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'on en parle. Et ensuite, on intègre dans nos missions des propositions pour décliner ce lassage, cet entremêlement des dimensions ou de l'approche technique avec l'approche humaine. Ça, c'est extrait d'un comité de pilotage pour une mission qu'on a en cours. Voilà, autour de la question de la performance énergétique du parc bâti, vous devez le savoir dans vos missions forcément. Là, ça n'est que la partie interne, je ne crois même pas qu'il y ait les usagers. Il y a déjà, dans ce cas-là, une multitude de thématiques, une multitude de structures, d'organisations, de directions. Et tous sont contributeurs de l'atteinte effective du résultat. Je pose juste une petite question de timing parce que je me suis enthousiasmée, passionnée, et je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis le début. Alors, tout à fait. Donc, ça fait à peu près 20 minutes, mais c'est vrai qu'on est assez passionnés, mais voilà, vous pouvez… Je vais sur les exemples un peu plus rapidement alors. Voilà, un peu plus rapidement, puis on aura le temps dans les questions, effectivement, d'approfondir aussi. Merci. Super, merci Héloïse de ce repère. Donc, quelques exemples de démarches d'accompagnement au changement, en dehors de la question de l'individu dont j'ai parlé avec les conversations carbone. À Bordeaux Métropole, une chose qu'on a faite, c'est justement ne pas être dans cette position d'auditeur, mais de faire un diagnostic partagé des pratiques avec des interviews, avec des formations à l'accompagnement au changement, donc emmener les techniciens, des techniciens au sens de gens qui exercent leur profession principalement à partir de compétences techniques sur des sujets de la dimension humaine des changements et puis leur permettre d'apprivoiser ces nouvelles notions. Et tout ça venant nourrir des temps forts, en l'occurrence 2 jours d'ateliers collectifs où il y avait 25 personnes représentantes de l'ensemble des parties prenantes à la question de la performance énergétique du parc bâti, qui avaient été éventuellement pour certaines interviewées, qui avaient été pour certaines dans la formation accompagnement au changement, et en tout cas qui étaient volontaires. La partie volontariat est quelque chose aussi qui est aussi indispensable pour la partie accompagnement. Et donc, vous voyez, sur l'intention de cette phase, il y avait, oui, c'était une phase de préfiguration de projet, pour un projet qui soit à la hauteur des enjeux énergie-climat, une occasion d'améliorer les pratiques et qui soit porteuse de sens, de motivation et de plaisir à travailler ensemble. Et donc, quelque part, ressortir de ces 2 jours d'atelier avec une certaine liste de pratiques jugées collectivement comme étant les axes d'amélioration prioritaires, c'était ça l'enjeu. Ce n'est pas un extérieur qui a audité et qui dit oh, là-dessus, vous vous améliorez. C'est des gens qui d'eux-mêmes ont dit et ont travaillé à identifier là où il y a de l'envie. Ils ont peut-être écarté des choses que nous, on aurait identifiées comme importantes. Mais ce qui compte, c'est le mouvement et l'énergie qu'ils vont pouvoir mettre pour le changement. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple, avec le conseil départemental de La Réunion, ils sont venus nous chercher pour un accompagnement vers un plan de transition écologique et solidaire sur le volet sobriété, donc comportement des agents à l'intérieur des bâtiments, usagers des bâtiments. Donc assez rapidement, donc cette question de sobriété, on parle bien de, voilà, c'est tel que Négawatt le définit, tel que ça a été réillustré par l'ADEME. Je passe assez rapidement là-dessus, mais c'est pour éclairer qu'il y a une dimension comportementale qui est assez prégnante. On a bien acté en début de mission qu'on était sur une logique d'accompagnement au changement et pas de conduite du changement, qu'il y avait un enjeu à partir de l'usager dans son rapport au bâtiment au total. La sobriété énergétique n'est qu'un des volets par rapport à toutes les dimensions d'usage. Donc, on a travaillé avec le réseau AMU pour ça. Et puis, c'était tout d'emblée une logique de co-construction et d'essayer de faire émerger, en tout cas de favoriser l'émergence d'une dynamique de déploiement vivante. L'idée n'était pas tellement de pondre un Excel avec il faudrait que tant de personnes éteignent les lumières ou que tant de personnes fassent le ménage dans leur boîte mail ou règlent la température de la clim sur temps. Ça, on sait l'objectiver. L'enjeu, c'est de voir où sont les forces vives à l'intérieur d'une collectivité de 5000 agents pour faire émerger l'envie et donner envie aux collègues de travailler là-dessus. Donc, ça donne des modalités d'intervention. Je vous ai mis quelques photos, histoire que ce soit vivant, où on part après une histoire d'enquête, de visio de sensibilisation,
à du travail collectif avec des agents motivés. Toujours pareil, on met beaucoup de soin à les faire venir à nous plutôt qu'à avoir des gens désignés et à les faire travailler avec des outils aussi qui ne sont plus des tableurs Excel, mais de la facilitation graphique. Il y a de la vie, il y a des cœurs, il y a des gens, mais là, je ne vous détaille pas le contenu, mais il y a énormément de contenu qu'ils ont produit, eux, sur les conditions de leur engagement en faveur de la sobriété énergétique au sein du département. Donc, un gros travail qui vient interpeller aussi les décideurs. Et puis, je terminerai juste sur cette citation qui est maintenant quelque chose que l'on met également pour interpeller sur notre positionnement et que je vous laisse lire, qui vient de Saint-Antoine, enfin Antoine de Saint-Exupéry. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour leur expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des hommes et des femmes le désir de la mer grande et belle. Ce sera la fin de mon intervention. Eh bien, merci beaucoup, Laure Charpentier, pour cette belle intervention. Moi, je retiens vraiment la différence entre pilotage, conduite et accompagnement du changement. Pour moi, c'est presque j'avais jamais en fait vraiment remarqué qu'il y avait peut-être une différence entre ces trois mots. Donc, je suis très, très novice, hein, mais c'est très intéressant. Et puis, apporter du soin à faire venir à nous, ça, c'est très intéressant. Et je pense vraiment qu'on peut le déployer dans tout ce qu'on fait en lien avec le bâtiment et puis dans nos autres pratiques militantes. Merci pour cette intervention. Donc, maintenant, je laisse la parole à deux membres de l'ICEB, Christine Le Serre et Emmanuel Pat, pour le COP Lab. Alors, je vais partager mon écran. Et je me mets en mode... Voilà, donc on va faire la présentation toutes les deux avec Emmanuel. Donc on va vous parler, nous on est toutes les deux, et le COP Lab de l'ICEB, c'est des gens qui travaillent en maîtrise d'œuvre ou en assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait faire des bâtiments qui répondent vraiment aux enjeux de la transition écologique et sociale, et est-ce qu'il ne fallait pas qu'on interroge nos pratiques. Alors, pourquoi on l'a fait? En fait, tout a commencé par un séminaire de l'ICEB en 2014. En fait, on se posait comme question à l'ICEB de savoir comment faire évoluer nos pratiques professionnelles. Et Emmanuel a eu l'idée de faire un séminaire. Et elle nous a proposé cette idée. Et on s'est dit ce qui était intéressant, c'est de l'animer en intelligence collective. Donc, on a fait appel à une consultante qui a monté un groupe de travail au sein de l'ICEB, qui lui-même a travaillé avec elle en intelligence collective pour monter ce séminaire avec tout un tas d'exercices, de travail collectif, mais aussi de jeux, voilà, de manière à nous mettre en position de voir les choses autrement, et aussi d'avoir un moment vraiment d'échange collectif. Et donc, ça a été 2 très belles journées. Et il en est sorti plusieurs groupes de travail, dont un groupe de travail qui s'appelait Travailler ensemble, avec l'idée de travailler sur nos pratiques professionnelles, mais aussi sur la façon dont, au sein de l'ICEB, on travaillait entre membres. Donc, on a commencé par faire un cadre pour tous les groupes de travail de l'ICEB, parce qu'il faut savoir que l'ICEB met en place des groupes de travail sur des sujets qui nous paraissent importants et porteurs d'innovation et nécessaires pour faire évoluer les pratiques de tout le monde. Donc, c'était important d'avoir une base en fait et un cadre pour travailler ensemble. Et ensuite, on avait imaginé un certain nombre de pistes d'action pour optimiser nos pratiques, comme des retours d'expérience des utilisateurs sur les bâtiments qu'on concevait, de manière à pouvoir mieux avancer. La création d'un compte temps entre membres de l'ICEB, de manière à échanger en fait des choses entre nous et s'apporter mutuellement de l'aide. Et puis, développer des outils méthodologiques pour faciliter la collaboration. Donc ça, c'était ce premier temps. Et puis, en 2018, on est passé à une autre dimension. On a créé un nouveau groupe de travail
qui s'appelait le CopLab, avec comme objectif de développer des outils pour travailler en intelligence collective dans nos métiers à nous concrets du bâtiment, en se disant on ne peut pas réaliser les projets de demain avec les méthodes d'hier, donc il va falloir qu'on évolue dans nos pratiques. Alors, comment on l'a fait? Alors, déjà, le cadre et la méthode. Pour la première réunion, on a décidé, comme pour le séminaire, de se faire accompagner et de, on va dire, sauter tout de suite dans le grand bain. Donc, on a fait appel à une consultante qui nous a animé la réunion bénévolement et qui nous a fait expérimenter des outils comme l'écoute active, comme un autre outil où on doit faire quelque chose à quelqu'un mais sans lui dire. Et lui, il a un autre objectif. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on a élaboré une charte de fonctionnement de notre groupe de travail. À la suite... Ah, oui. Oui, et en fait, à ce groupe de travail, enfin, cette première réunion, chacun a dit un peu ce qu'il attendait, ce qu'il attendait, quelles étaient ses attentes, quels étaient ses désirs par rapport à ce groupe de travail, quelles étaient ses peurs aussi. Je trouve que ça rejoint un peu ce qui vient d'être expliqué par Laure sur le côté émotionnel des choses. Et puis, aussi, qu'est-ce qui allait se passer pour lui, qu'est-ce qu'il allait faire si ça n'allait pas dans le sens de ce qu'il souhaitait et que finalement le groupe de travail ne répondrait pas à ses attentes. Donc on a à cette première réunion pu échanger sur ce qu'on attendait pas seulement d'une façon technique, mais aussi d'une façon un peu émotionnelle. Peut-être pour compléter ce que dit Emmanuel, les groupes de travail ICEB sont des groupes de travail où tout le monde est bénévole. Donc, ça veut dire qu'il faut un peu de motivation pour venir, parce que c'est du travail en plus. Donc, c'est d'autant plus important de partir de ça pour monter la façon dont on va travailler et les objectifs du groupe. Donc, on passe à la réunion 2, qui était notre réunion pour définir nos objectifs de travail. Donc, on avance, on définit un objectif, donc l'intelligence collective au service de la conception éco-responsable, et puis 2 grands axes. On va travailler sur des sujets concrets et on va expérimenter des outils. Et à la fin de la réunion, on fait un petit tour de table pour savoir comment ça s'est passé. Et là, premier couac, Emmanuel. Moi, j'avais dit à la première réunion que j'avais envie d'expérimenter à chaque réunion. Et j'avais dit aussi que si ça n'allait pas dans ce sens-là, en fait, je sais que je partirais tout simplement parce que, on se bat dans des tas de domaines dans nos métiers. Moi, je n'avais pas envie de venir à une réunion, c'est quand même presque une soirée enfin, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé à cette deuxième réunion, c'est qu'on n'a pas du tout fait de jeu on n'a pas expérimenté une méthodologie de quelque chose. On a fait comme d'habitude. On a beaucoup palabré, disons, voilà. Et moi, à la fin, quand on a fait le petit tour de table, j'ai dit, moi, je pense que je ne reviendrai pas à la prochaine réunion. Voilà, donc du coup, on s'est dit, on n'a pas. Alors, on s'est dit 2 choses. On s'est dit, c'est bien que ça ait pu se dire. Et puis, on a dit, il faut qu'on se cale une façon de travailler, qu'on essaie de la respecter. Donc, c'est ce qu'on a fait dans la réunion 3, où on a testé, expérimenté un outil. Et puis, on s'est dit qu'à chaque séance, on expérimenterait un outil d'intelligence collective. On travaillerait sur un cas concret. Et on prendrait toujours un temps suffisamment important, au moins un quart d'heure, en fin de chaque séance pour faire un débrief et préparer la séance d'après. Et l'autre chose qu'on s'est dit, c'est que c'était bien que l'animation, ce ne soit pas toujours la même personne. Et donc, il y a un animateur différent à chaque séance de travail ensemble.
Les outils, en fait, ce sont les outils d'intelligence collective qui existent et qui sont disponibles très facilement, y compris sur Internet ou avec des jeux de cartes, etc. Et on les adapte à nos métiers. Donc là, on a mis une liste d'outils, mais il y en a plein d'autres, hein, et on va vous montrer quelques exemples d'outils qu'on a utilisés. Notre mode de fonctionnement, c'est chaque outil qu'on va utiliser en dehors du groupe de travail, il est testé d'abord au niveau du GT, parce que c'est très important d'abord de l'expérimenter pour savoir comment il marche, et deuxièmement de savoir ce que ça vous fait à soi et aux autres membres du groupe, et de pouvoir échanger avec les autres avant de pouvoir l'exporter ou d'utiliser avec d'autres personnes. On a mis en place un déroulé de réunion type. On a mis en place une plateforme de gestion documentaire parce que quand même c'est bien pratique pour les échanges et pour limiter un peu le nombre de mails. Et puis on s'est dit aussi que ce qui était intéressant, c'est comme on changeait aussi d'animateur, de pas tout le temps faire la réunion au même endroit. Parce qu'en changeant de lieu, il se passait d'autres choses. Donc, on a fait aussi des réunions dans un jardin public, dans différents types dans des bureaux des membres, voilà, des choses comme ça. Et du coup, à cause du Covid, pas mal de réunions en visio aussi. Et puis toujours chacun qui anime à son tour. Et puis bien sûr, c'est tous les participants hein, qui ont participé à ce groupe. On a plus de 15 depuis le début du GT. Donc là, vous avez un petit florilège des participants actuels. Ce qu'on a fait. Alors, en fait, on avait envie de partir des situations où on rencontrait des blocages dans notre pratique. Donc, les blocages, j'imagine que vous allez avoir des expériences similaires, mais des fois, dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, il y a un bureau d'études qui n'adhère pas, qui trouve que tout ce qu'on fait, c'est farfelu, et donc qui s'oppose. On a des fois des maîtres d'ouvrage qui ne veulent prendre aucun risque, donc dès qu'on propose un peu des choses qui n'ont pas encore été faites, comme les cours Oasis. Bon, maintenant, tout le monde veut faire des cours Oasis, mais les premières, ça n'a pas été si facile. Un interlocuteur nouveau. Il arrive souvent dans nos projets qu'on soit pratiquement les seuls à la fin qui étions là au début, parce que les gens ont changé, le maître d'ouvrage, le représentant du maître d'ouvrage motivé qu'on avait au début a été remplacé par quelqu'un qui dit « non mais les questions carbone, ce n'est pas mon souci », voilà. Les budgets sous-estimés, la réglementation qui empêche de faire certaines choses, les réunions de chantier conflictuelles, où on arrive à des blocages et chacun campe sur il ne fera pas autre chose que ce qui est prévu ou ce n'était pas dans le CCTP. Voilà. Et une entreprise qui ne tient pas ses promesses, on a parfois des très belles notes méthodologiques, mais après, sur le chantier, il n'y a pas exactement le même engagement que ce qu'il y avait dans la note méthodo. Et du coup, ça génère de notre côté un sentiment d'impuissance, de la colère. Voilà, donc en fait, les exercices, les jeux qu'on a faits, on essayait toujours de partir de ce qui vraiment nous travaillait, nous tourmentait dans nos vies professionnelles. alors, on va vous montrer quelques exemples de ce qu'on a fait. Le premier exemple est assez classique. On avait dans les missions de l'ICEB d'accompagner Ecopolis dans la démarche bâtiment durable francilien en mettant en place des ICEB cafés sur des sujets qui étaient ressortis lors des commissions de présentation des projets bâtiments durables et qui posaient question ou qui nécessitaient d'un approfondissement. Donc on a fait entre autres un ICEB café sur l'îlot de chaleur urbain. Et on avait deux objectifs. Le premier, c'était de sortir de l'information descendante parce qu'on sait qu'en fait, les gens ne retiennent pas. Et le deuxième, qui est toujours un sujet dans nos métiers, et surtout quand on est un peu innovant sur les questions de bâtiments durables, c'est de ne pas se sentir seul. Donc, c'était aussi l'idée de créer des liens.
des liens entre les gens. Donc, on a imaginé un format Word Café. Donc, quand les gens arrivaient, on les faisait asseoir autour d'une table en leur demandant quel était leur niveau de connaissance sur le niveau de chaleur urbain, en essayant de mélanger des gens qui connaissaient et des gens qui ne connaissaient pas. Et puis après, ils avaient un premier temps avec des photos pour choisir la photo qui leur semblait la plus représentative d'un îlot de chaleur. Et ensuite, un deuxième temps, ils avaient un projet, il fallait qu'ils travaillent sur ce projet pour essayer de voir comment ils pouvaient limiter l'effet d'îlot de chaleur. Et on avait un expert qui intervenait, qui était Alain Bornarel, et qui venait, lui, plutôt pour compléter les propos ou les préciser et apporter en fait tout son savoir-faire, mais une fois que les gens s'étaient déjà exprimés. Et puis, on avait fait une organisation spatiale conviviale, on avait même mis qu'on pouvait commencer à boire et à manger directement sur les tables. Et du coup, c'était vraiment, ça a été pour nous à la fois intéressant parce que c'était un des premiers fois où on mettait en pratique en fait ce qu'on avait envie de faire en tant que groupe, et puis aussi de voir les effets que ça avait et la richesse en fait de ce moment et de ce que les gens ont pu en retirer. Un autre sujet, donc là on était dans une équipe de maîtrise d'œuvre avec Emmanuel, avec des relations très conflictuelles avec un bureau d'études. Jusque l'APD, ça a vraiment été des moments assez difficiles. Et avant de passer au pro, on s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Après, on a non seulement le pro, la constitution d'une entreprise, mais tout le chantier. Enfin, il va falloir qu'on se sorte de ce truc-là. Et donc, on a eu cette idée de tester cet outil qui s'appelle « On est tous dans le même bateau ». Donc, l'idée, c'est que tous les participants, donc là, c'était tous les participants de l'équipe de maîtrise d'œuvre, de dire, ben voilà, qu'est-ce qui fait avancer le bateau pour vous, donc vos envies, ce que vous trouvez bien, et puis qu'est-ce qui l'empêche d'avancer, donc tous les freins. Et ce qui était super intéressant, c'est que d'abord, tout le monde s'est prêté au jeu, qui est quand même pas classique dans une équipe de maîtrise d'œuvre, et que en fait, il y a eu beaucoup de motivation, y compris dans les membres du bureau d'études avec qui c'était compliqué, beaucoup de motivation très positive sur le fait que c'était un projet innovant, que c'était un projet qui allait de l'avant, qu'il y avait plein de choses qui étaient très bien en conception. Enfin, voilà. Donc ça, c'était déjà super positif. Et après, on s'est rendu compte que les freins pouvaient finalement être levés bien sûr avec de la bonne volonté, mais aussi avec des questions toutes simples d'organisation, de partage de l'information, de communication, etc. Si tu veux compléter, Emmanuel. Moi, je dirais que ce qui est intéressant, en tout cas pour moi en tant qu'architecte, c'est que parfois dans les réunions, j'arrive un peu bille en tête, je sais ce qu'il faut faire et je vais même pas prendre le temps de faire un tour de table pour savoir comment les gens vont, quoi, en fait. Et finalement, je me prive de peut-être d'avoir des bons retours, d'avoir des gens qui disent qu'ils sont contents de travailler sur ce projet, etc., d'avoir des choses qui nourrissent en fait toute l'équipe. Et je pense que on n'est pas, en tout cas en tant qu'architecte, on n'est pas formé à exactement ce qui a été dit avant, d'être plus dans l'accompagnement. On n'est pas formé à ça, on est formé à donner des ordres, hein, vraiment. Donc, ça rejoint un peu l'exemple du bateau qui a été présenté tout à l'heure. Ok. Alors, on sait aussi… On n'a plus beaucoup de temps. Oui, oui. On s'est aussi donc doté d'un outil qui est animé participer à une réunion d'intelligence collective. Donc, on s'est fait un déroulé de réunions type qu'on utilise. On a utilisé un outil qui s'appelle le Théâtre Forum, qui en fait est un outil qui consiste à partir d'un scénario qui est écrit, il y a des personnes qui prennent un rôle et des différents personnages de ce scénario et qui le jouent, et il y a plusieurs observateurs qui vont voir comment ça se passe, et puis éventuellement après les rôles changent et qui vont pouvoir aussi intervenir.
Et on a utilisé ça, en fait, pour travailler sur des situations difficiles que les différents membres du COPLAB avaient pu vivre, et avec l'idée de voir un peu ce qui pouvait se passer. Et ce qu'on en a ressorti, c'était vraiment que ça permettait vraiment d'avoir un autre point de vue sur les situations et de pouvoir se mettre à la place des autres et de aussi commencer à entrevoir des solutions possibles. Ce qu'on faisait, c'est que la personne qui avait vécu la situation difficile écrivait le scénario et qu'ensuite il était joué par 3 ou 4 autres membres de l'ICEB et que du coup, et après les rôles tournaient et donc elle pouvait voir comment les choses se passaient et pouvaient évoluer. Et on l'a pas mal utilisé après, on a fait plusieurs séances comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre qu'il n'y a pas une seule façon de faire et que peut-être si quelqu'un prend la place de l'autre et en plus s'engage physiquement, parce que ça, j'ai trouvé que c'était très fort. Souvent dans les réunions, on est tous assis autour d'une table. Le fait de s'engager physiquement, c'est-à-dire de se lever et dire bah, « moi, j'aurais fait comme ça », etc., ça changeait aussi la relation aux personnes, le fait qu'il y ait un engagement corporel. Alors peut-être, je vais rebondir juste pour dire un des points de ça, c'était donc une réunion de démarrage d'un projet avec une équipe, et pour que matérialiser en fait le fait de quels étaient les liens qui nous unissent, en fait on avait déroulé, chacun avait un fil et allait se connecter aux autres personnes avec qui il était déjà relié en expliquant quel était le lien qu'ils avaient avec. Et c'est ce qu'on voit au milieu de la photo, en fait, cette espèce de toile d'araignée qui faisait qu'en fait, on était tous connectés les uns aux autres. Donc, ça a déjà commencé comme ça, physiquement, par créer le lien entre nous. Ce qu'on a voulu faire. En fait, on a voulu, du fait de ce qu'on découvrait, et on était assez excités, on a voulu faire un guide. On s'est posé la question de faire des fiches méthodologiques de tous les exercices qu'on avait essayé qu'on avait expérimenté, de comment il fallait le faire, de dire il faut tel matériel, etc. Ensuite, on s'est dit, bon, il faut que ça soit évolutif, donc on a pensé peut-être faire un site internet, parce que comme ça, on pourrait l'alimenter. Et puis, finalement, on a vu qu'il y avait déjà pas mal de ressources sur Internet et que, au fond, ce qui nous plaisait, c'est que ça soit des séances vivantes, que finalement, c'est une transmission immatérielle. On n'est pas obligé d'avoir produit un livre pour avoir une action collective sur l'évolution de la société. Finalement, le fait de se mettre nous-mêmes en risque en proposant certaines choses dans des situations réelles sur les chantiers, dans les équipes de maîtrise d'œuvre, avec des maîtres d'ouvrage, et ben ça faisait bouger les choses et que c'était peut-être plutôt ça qu'on avait envie de faire. Mais ça n'a pas été facile d'accepter de ne pas produire et justement de ne pas être les sachants, encore une fois, qui allons dire aux autres, voilà comment vous devez faire de l'intelligence collective. Et aussi, par exemple, c'est pour ça qu'on a organisé cet ICEB Café, pour pouvoir partager ça aussi avec vous. Pardon, dernière slide, ce qu'on en retire. Mais moi, je dirais déjà une attitude d'écoute qui n'était pas forcément ma première qualité, en tout cas pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule dans le groupe. L'idée aussi que pour que ça marche, on ne peut pas juste appliquer une méthodologie en se disant, bon, bah, si on fait un tour de table pour dire comment allez-vous, ça va aider les gens à rentrer dans la réunion. Mais en fait, si ça devient formel, il faut que ça reste vivant. Et la solution est à réinventer à chaque fois en fonction des personnes, du groupe, de ce qu'on sent, etc. Qu'il faut un peu se laisser déposséder, ce qui n'est pas facile. Donc, faire confiance que
même si nous qui savons tout, on est des pionniers, on est des sachants, on est impatients que ça change, là, il faut faire confiance aussi que les autres vont prendre les choses en main et que ce qui va émerger va être intéressant. Donc, faire équipe, bien sûr, donner le goût de faire autrement, ce qui a été dit aussi tout à l'heure par Laure, avoir du plaisir, en fait. Il fallait qu'il y ait du plaisir. Et parfois, on a été au CopLab en se disant, il y a CopLab, j'ai plein de trucs à faire. Mais à la fin de la réunion, on disait, ah, mais c'était trop bien cette réunion, quoi. Donc, il faut qu'il y ait du plaisir à ces groupes de travail. Et moi, je dirais que ça m'a transformée dans ma façon de faire. Et je rejoins totalement ce qui était dit dans la présentation d'avant. Ça m'a transformée dans le sens que je n'arrive pas avec une solution technique, je sais où il faut aller, il faut qu'il y ait une appropriation en face pour que ça puisse se faire. Bon, je ne dis pas que je suis totalement transformée, il y a encore du boulot. Mais voilà. Ok, mais là, moi, j'ai rien à rajouter, sachant qu'on a fait un petit peu ensemble ce qu'on en retient. Donc, pour nous, voilà, on a terminé notre temps de présentation. Merci beaucoup. Merci Christine, merci Emmanuel. Moi, j'étais aussi membre du CopLab et du coup, ça m'a fait ça m'a fait très plaisir de revoir effectivement tout ce qui a été fait. C'est vrai que des fois, juste respirer tous ensemble, être dans le silence, on est surpris en fait de ce qu'on découvre quand on se tait, ce qui n'est pas facile. Je retiens l'engagement, vraiment s'engager physiquement. Finalement, c'est une forme d'engagement très forte et c'est vrai que c'est dans le théâtre forum, c'est l'outil qui est utilisé et le corps, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de mobiliser. Nous, les ingénieurs et les architectes, on est un petit peu là-haut des fois. Donc, donc ça, c'est intéressant. Et puis, du coup, c'est vrai que c'est pour ça que peut-être faire un guide, faire un site internet, c'est difficile parce que c'est intellectuel. Enfin, en tout cas, ça fait moins passer tout ce qu'on a envie de faire passer. On doit forcément passer un peu par l'humain, être un peu artisanal. Et on se demande toujours comment massifier un peu l'artisanal. Et du coup, bah, voilà, cet ICEP Café, c'est une très belle idée, Christine, que tu as eue effectivement pour le faire. Voilà, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ça, c'est une devise que Emmanuel aime bien rappeler aussi. Et c'est vraiment, bah, c'est le propre un peu de l'intelligence collective. Voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de rajouter des choses. Du coup, je vais laisser la parole à Jérémy Selsan pour cette dernière présentation. Et puis, je laisse la main ensuite à Christine Le Cerf pour la suite de l'animation. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci Héloïse, merci Christine, Emmanuel, merci Laure. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Du coup, je voulais, moi, de mon côté, apporter aussi une petite pierre à l'édifice, alors plutôt en mode témoignage, comme a pu le faire ma collègue Laure sur d'autres missions à l'Institut Négawatt. Et je pense que je ferai plus court pour rassurer peut-être aussi tous ceux qui auraient envie de poser des questions à la suite. Alors, pour la petite histoire, on est arrivé avec Laure à l'Institut Négawatt à la même époque en 2015 et on a très peu travaillé ensemble jusque récemment, depuis un an, nos chemins se sont rejoints et il se trouve qu'on a avancé sur des sujets distincts et qu'on a fait des découvertes et utilisé des outils et on s'est formé auprès des mêmes personnes et je dirais que ce qu'on en a retiré a pris encore plus de densité par le fait qu'on a vécu des expériences sur des objets différents et qui sont assez similaires. Quelques mots en préambule. Moi, je suis issu d'une formation d'ingénieur énergie-bâtiment et j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine-là au moment où je rejoins l'Institut Négawatt. Donc, j'avais été en bureau d'études HQE, j'avais fait de l'audit, j'avais fait de l'AMO, j'avais fait de la maîtrise d'œuvre sur des bâtiments de taille plutôt importante. Donc, j'avais fait ce constat que vous avez probablement fait, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, mais que malgré tout l'enthousiasme, l'ambition énergétique, écologique que je pouvais avoir pour les projets sur lesquels je travaillais et que j'essayais de
d'insuffler auprès des maîtres d'ouvrage ou dans les équipes de maîtrise d'œuvre où j'intervenais, que souvent, il y avait des questions techniques qui pouvaient être résolues, qu'il y avait des questions budgétaires qui pouvaient être résolues, d'autres pas, mais que sur l'essentiel des enjeux étaient des questions humaines. Des questions aussi bêtes que de la bonne entente ou de la mésentente dans les équipes, comme ça vient d'être dit, et puis des enjeux humains que jusqu'à récemment, je n'étais pas en mesure de capter, de comprendre et de faire atterrir sur des choses que les sciences humaines, justement, arrivent à éclairer de manière assez précise maintenant. Je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, ce que je voulais simplement vous partager en mode témoignage, c'est ce qui m'a occupé pendant 6 ans chez Negawatt. J'ai été en situation de coordonner l'équipe technique et pédagogique de Dorémy. Donc, Dorémy, c'est un petit bébé qui a bien grossi pendant les dernières années. Et donc, aujourd'hui, je suis revenu à l'Institut Negawatt. Donc, je ne m'exprimerai pas du tout au nom de Dorémy, qui est une structure qui est une filiale, qui a sa propre gouvernance et dont je suis plus salarié aujourd'hui. Mais je voulais partager le retour d'expérience de ce que j'y ai vécu ces dernières années. Je vais vous partager quelques diapos aussi, ça sera un petit peu plus rapide. Alors, d'abord, peut-être juste redire ce que c'est que Dorémy. En quelques mots, on parle de maison individuelle. Donc, maison individuelle, pour moi qui avais travaillé longtemps sur des bâtiments plus importants, il faut tout de suite se projeter sur quelque chose d'un petit peu particulier en termes d'organisation. On a des maîtres d'ouvrage qui ne sont pas du tout les maîtres d'ouvrage dont on a l'habitude quand on travaille avec des maîtres d'ouvrage publics ou privés, promoteurs, bailleurs sociaux. On a des maîtres d'ouvrage qui sont des particuliers, donc qui ne sont pas du tout structurés, qui n'ont pas une commande aussi formalisée, un programme précis, et puis on n'a pas tout l'entourage qu'on a habituellement du côté de la maîtrise d'œuvre, de la conduite de travaux, etc. Donc on est dans un domaine du bâtiment qui est complètement différent de ce qu'on rencontre habituellement. Dans ce domaine-là, Dorémy s'adresse aux professionnels du bâtiment qui sont, eux, des artisans, des petites entreprises artisanales, pour proposer de s'atteler à un objectif qui est conséquent, qui est inscrit dans la loi de transition énergétique et dans le Code de l'énergie depuis quelques années, qui est de transformer les millions de passoires énergétiques en rénovation performante, donc un niveau BBC, qui est ambitieux, très ambitieux, vu les pratiques courantes dans le domaine. En s'appuyant sur l'écosystème qui est déjà en place, qui est constitué des appuis des territoires, des collectivités locales, de tout le réseau des espaces qui étaient les espaces info-énergie, qui sont devenus les espaces FAIRE, puis aujourd'hui France Rénov'. Voilà, j'ai récupéré des éléments qui sont déjà obsolètes là, pour cette diapo. Donc, on est dans un champ très particulier et peut-être pour reprendre quelques instants sur le fait que, d'un point de vue déjà technique, la rénovation performante, enfin, la solution que propose Dorémy, qui est une solution parmi d'autres, hein, pour arriver à faire des rénovations performantes, c'est de traiter l'ensemble des postes de travaux. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le fait de s'occuper des planchers bas, même si sur les planchers sur terre-plein, par exemple, il va y avoir quelques adaptations. On ne va pas forcément décaisser l'ensemble du rez-de-chaussée et modifier toutes les menuiseries. On pourra peut-être se contenter d'isoler en périphérie, mais on va s'occuper du plancher bas, comme on va s'occuper des murs, que ce soit en isolation intérieure ou extérieure. On va s'occuper des toitures, quelles que soient les typologies de toitures, des menuiseries, des systèmes de ventilation, de chauffage, de chaude sanitaire. Et en plus de tout ça, on va le faire avec une approche globale qui permet aussi de traiter les ponts thermiques et qui amène à des décisions qui sont parfois engageantes, comme le fait d'aller scier des balcons ou scier des planchers bois à l'intérieur pour assurer une continuité de l'isolant.
une continuité aussi de la barrière par vapeur et une étanchéité à l'air qui soit à un niveau qui dépasse quasiment ce qu'on fait pour le neuf quand on vise les niveaux réglementaires, dans cet ordre de grandeur-là. Donc, on est sur des rénovations qui sont très ambitieuses, pour lesquelles il n'y a pas une commande explicite des maîtres d'ouvrage, qui souvent veulent faire des travaux pour améliorer le confort, réduire la facture, mais qui n'ont pas forcément l'idée du bon niveau de où positionner l'ambition. Et puis, en face, les équipes, les professionnels du bâtiment qu'on va trouver en face, ce sont des entreprises artisanales. Bien souvent, les ménages vont aller solliciter au départ un artisan connu qui va peut-être amener le reste de l'équipe. Et c'est notamment à ça que vont servir les conseillers FAIR, France Rénov', Dorémy, à aider le maître d'ouvrage à monter un petit peu le niveau de ses exigences et aller chercher des artisans sur tous les domaines d'action. Donc, on va se retrouver avec des entreprises artisanales dans tous ces domaines-là. Et ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est qu'on se retrouve avec un grand vide au niveau de la coordination. Là, vous avez quelqu'un au milieu et le constat qui est fait, c'est qu'en maison individuelle, il y a rarement un maître d'œuvre présent sur le chantier. C'est le cas pour des opérations qui sont particulièrement ambitieuses. C'est plutôt le cas en phase de conception, un petit peu moins en réalisation de travaux. En tout cas, on a souvent la chaise vide. Alors, quand c'est des chantiers qui sont très partiels avec un corps d'État ou deux, il n'y a clairement pas cette habitude. Là, la difficulté qu'on rencontre, c'est que même sur des chantiers réunissant l'ensemble de ces compétences et pour traiter l'ensemble de ces postes de travaux, on a rarement un maître d'œuvre. Et comme je le disais tout à l'heure, le maître d'ouvrage n'a pas les compétences d'un maître d'ouvrage professionnel, loin de là. C'est un particulier, il est plus ou moins sensibilisé aux questions énergétiques et de confort, il est aussi plus ou moins compétent pour apprécier la qualité de ce qui est proposé ou réalisé, et il est aussi plus ou moins disponible. Donc, on a affaire là à une grosse difficulté pour traduire des exigences qui sont importantes d'un point de vue technique sur le terrain par une organisation adaptée, d'où l'idée de venir en appui de ces entreprises artisanales pour les former. Alors, historiquement, ce qui avait été identifié, c'est évidemment il faut qu'on aide la profession à monter en compétence d'un point de vue technique, à trouver les bonnes épaisseurs d'isolant, à savoir diversifier leurs approvisionnements matériaux pour trouver des matériaux qui permettent d'assurer une migration de vapeur plus pertinente, à bien identifier quelles sont les interfaces entre eux qui vont nécessiter un soin particulier. Et c'est là qu'on commence à glisser de l'aspect technique sur un aspect qui est beaucoup plus organisationnel, qui est comment est-ce qu'on va enchaîner les étapes de travaux et comment est-ce qu'on va collectivement être garant de la qualité de la réalisation. Le diable se niche dans les détails et c'est vraiment à ces endroits d'interface, d'autant plus quand elles ne sont pas bien décrites par un jeu de CCTP dont on aurait assuré le recollement a priori. Là, ça va se jouer beaucoup directement entre les artisans, dans la conception et puis in situ sur le chantier. Et du coup, c'était souvent, le constat a été que c'est souvent ce qui passait à la trappe et qui nous écartait des résultats. Et la formation, du coup, qui existe depuis 2012, a été étoffée au fur et à mesure de ces différentes composantes, de ces différentes dimensions. La technique, bien sûr, est importante à l'échelle individuelle de chaque corps de métier, à l'échelon collectif quand il s'agit de traiter l'étanchéité à l'air ou la migration de vapeur. Et ça suppose une organisation humaine particulière. Puis un troisième pilier sur lequel je ne vais pas insister aujourd'hui, mais qui est aussi de savoir être convaincant
vis-à-vis des ménages pour maintenir l'ambition jusqu'au bout. C'est peut-être quelque chose qui se rejoint aussi avec d'autres programmes de bâtiments plus ambitieux où on voit que la commande peut être détricotée au fur et à mesure que les délais deviennent un problème ou que les budgets deviennent tendus. Et là, c'est encore plus le cas. Voilà, donc simplement pour poser quelques premières briques sur en quoi consiste Dorémy. Vous dire que ce n'est pas simplement quelque chose de théorique, hein, donc c'est quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années, alors avec beaucoup d'expérimentation. Là aussi, je reprendrai les mots de Laure Charpentier tout à l'heure. On a quelque chose qui a une dizaine d'années d'expérience avec 200 maisons qui ont été rénovées, avec une grosse centaine de groupements aujourd'hui, et qui permet d'en tirer des enseignements. Et ça reste quelque chose sur lequel les retours d'expérience permettent d'améliorer encore et encore. On n'a pas encore trouvé, comment dire, la martingale ou de solution miracle, on n'a pas cette prétention-là, mais il y a des choses qui sont intéressantes à regarder déjà. Alors parmi, j'en ai choisi simplement une parce que voilà, ce n'était pas l'idée de refaire tout Dorémy, mais là où on se rejoint avec ce qui a été dit précédemment et dans une logique de formation, c'est prendre conscience que la formation, c'est de l'accompagnement des changements. C'est-à-dire que pour reprendre les terminologies qui ont été proposées tout à l'heure, on est dans le domaine d'un changement choisi par les participants. On n'a pas, comment dire, de mainmise, d'autorité hiérarchique, de pouvoir de décision ou d'engager les acteurs qui sont ici des artisans comme stagiaires sur des nouvelles pratiques. On n'a pas de force de coercition, on n'a pas aujourd'hui d'exigences réglementaires en matière de rénovation de maisons qui fixeraient le niveau d'ambition. Donc on est toujours, et peut-être que c'est en train d'évoluer un petit peu, mais avec des publics qui sont des gens qui sont des pionniers, qui sont volontaires, qui ont envie de bien faire les choses, qui ont déjà peut-être cette envie de sortir du lot. On a beaucoup vu ça dans les stagiaires qui sont passés par ces formations, l'envie de sortir des idées reçues et de tous les préjugés négatifs sur cette profession. Donc, on s'adresse à des gens qui ont choisi de s'engager dans une certaine manière de faire et on va essayer de surfer sur cette vague. Donc, de fixer une intention, comme c'était évoqué tout à l'heure. On est là pour faire de la rénovation performante. On est là avec un objectif ambitieux de lutte contre la précarité énergétique, avec des volumes qui sont vertigineux quand on compte les centaines de milliers de rénovations par an qu'il faudrait faire à ces niveaux de performance. Et on va simplement essayer, avec les gens qu'on a là, qui se sont inscrits en formation, qui sont volontaires, d'en faire quelques-unes et voir si ça fait tache d'huile, s'il y a massification au bout d'un moment, mais on essaie de ne pas leur mettre le poids de ces objectifs-là sur les épaules. Ça, je pense que c'est très important pour travailler dans des conditions qui soient confortables, et plus que confortables, qui soient viables. Alors, parmi ces changements qu'on accompagne en formation, ça c'est le travail de la pédagogie, que d'identifier précisément ce sur quoi on veut accompagner les publics. Alors, je vous en ai dit quelques mots de manière un petit peu générale avec ces 3 piliers. On va avoir des choses qui concernent la technique, d'autres plutôt l'organisation et d'autres plutôt la partie commerciale. Je voulais illustrer aujourd'hui, pour faire le lien avec peut-être ce qui a été dit précédemment sur l'intelligence collective et la coopération, sur un changement qui nous a un peu sauté aux yeux à un moment donné, comme quelque chose de majeur et qu'on n'avait pas identifié au préalable. C'est un changement qui concerne les modes d'organisation qu'on propose. Comme je vous le disais, on a réuni des entreprises de différents corps d'État
et on constate le vide, on constate le manque à l'endroit de la coordination, pour les raisons que j'ai citées précédemment. Et l'invitation qui était faite, peut-être de manière inconsciente au départ, en tout cas comme quelque chose comme un impensé dans cette démarche, eh bien, elle concerne le modèle d'organisation. Et les petits dessins là parlent un petit peu d'eux-mêmes, mais je dirais que culturellement et habituellement, on est un petit peu tous pétris de modèles qui sont centralisés ou pyramidaux, suivant comment on regarde les choses, mais avec cette logique de sachant et d'exécutant, de donneur d'ordre, de prestataire, de prise de décision à un certain niveau qui vont être mises en application. Et c'est aussi ce schéma qu'on retrouve dans la relation finalement donneur d'ordre prestataire, maître d'ouvrage, maître d'œuvre entreprise, dans les entreprises des dirigeants vers les compagnons sur le terrain, et aussi qu'on retrouve dans la formation en fait, entre un formateur sachant sur son estrade et puis des stagiaires qui vont pouvoir grappiller tout ce qu'ils peuvent. Et puis un espoir secret que cette transmission de savoir, elle suffira à mettre en action, à mettre en mouvement, et que maintenant que les gens savent, eh ben, ils vont bien faire. Voilà, ce modèle-là, il est très habituel et on le retrouve dans la plupart de nos organisations. Et il montre ses limites là, enfin, c'est le constat qu'on a fait sur le terrain, il montre ses limites à partir du moment où on n'a plus ce sachant, cet homme providentiel, omnipotent, qui va avoir la vision globale et pouvoir orchestrer toute la rénovation. Et donc, dans la proposition qui est faite, inconsciemment au départ, et puis maintenant, au contraire, on essaye de vraiment regarder tout ce qu'il faut pour soutenir ce changement-là. Si le changement est majeur, si le défi est important, il faut pouvoir soutenir ça de manière très, 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 très forte pour espérer que ça prenne, que ce changement s'ancre dans la durée. Et ça va se faire à des rythmes très différents selon chacun. Encore une fois, on est sur de l'accompagnement et pas de la conduite. Donc, le tempo appartient à ceux qui choisiront d'aller vers ce changement à leur rythme et en fonction de leurs possibilités sur le terrain, etc. Ce changement, du coup, il parle plutôt d'aller vers un modèle, alors dit innovant par rapport à quelque chose de culturel, mais il ne faudrait pas mettre là de jugement de valeur. C'est simplement que peut-être dans le contexte où il n'y a personne pour coordonner, ça serait plus adapté d'avoir un modèle de ce type-là, où l'autorité est distribuée, où les personnes sont en interrelation avec beaucoup plus d'horizontalité, de transversalité, où les savoir-faire de chacun, les compétences propres à chacun peuvent être valorisées. Et tout ça crée des relations qui sont beaucoup plus des relations d'interdépendance entre les protagonistes. Alors, il s'agit de l'échelle du groupement d'artisans, les artisans entre eux, mais aussi avec l'apport en formation et puis le soutien par la suite d'un formateur accompagnateur, j'y reviendrai tout à l'heure, avec le soutien aussi des dynamiques locales, le fait que dans l'écosystème, on retrouve des collectivités locales, la capacité de portage politique, le fait d'avoir accès à un ensemble d'accompagnement technique et financier pour les maîtres d'ouvrage qui permettent de rehausser le niveau des ambitions, tous ces éléments qui tissent finalement un réseau sont autant d'ingrédients qui vont favoriser justement cette dynamique de soutien et que le changement de modèle et l'absence d'hommes providentiels ne viennent pas un poids. Voilà, ça implique quelque chose qui relève de l'accompagnement des changements à 100%, qui est le fait de changer de posture, de ne pas se voir en apporteur de solutions, de savoir, de savoir-faire, d'outils, de méthodologie, mais plutôt comme un point d'appui qui permet l'émergence de la plupart de ces informations-là. Ce que disait Héloïse tout à l'heure, quand on laisse un espace vide, quand on laisse un silence, on est surpris de voir émerger la solution qu'on aurait pu insuffler et qui finalement émerge du terrain avec un côté beaucoup plus pratique et puis valorisant dans l'acquisition d'une nouvelle compétence
si on peut montrer qu'elle était déjà là en germe, on a plus un rôle finalement de facilitateur, de favoriser l'émergence. Alors ça nous a amené, ces réflexions et ces constats sur le terrain avec, avec les artisans, à faire évoluer la place finalement donnée aux formateurs. Alors ce que je n'ai pas précisé peut-être, c'est que la formation des artisans, elle a été conçue pour être le plus pratique possible et qu'elle a lieu pour la plupart du temps sur des chantiers réels. Donc c'est de la formation in situ, ce n'est pas forcément de la formation au geste, on n'est pas dans l'apprentissage du geste de pose, mais en tout cas on est sur des cas pédagogiques qui sont des vraies maisons à rénover avec un vrai ménage dedans. On n'est pas sur de la maquette et on n'est pas encore moins dans une salle avec une approche plus théorique ou plus scolaire. Donc on est sur le terrain, mais y compris sur le terrain, la posture a dû évoluer vers un savoir-faire qui relève plus de l'accompagnement de changement que de l'apport de solutions techniques préétablies. Alors, peut-être juste pour reboucler, on n'est pas en train de passer par perte et profit tout ce que l'expertise technique, l'expérience de terrain des formateurs reste irremplaçable. Et on en a profondément besoin. Et de la même manière que Laure disait tout à l'heure, Négawatt a évolué dans le champ de ce qui est embrassé, au départ autour de l'expertise, de la prospective, de la modélisation, et puis petit à petit, on s'est préoccupé de la manière de mettre en mouvement ces changements sur le terrain. Là aussi, on garde évidemment un socle technique fort et on est dans une extension de compétences pour y associer ces nouvelles manières de faire. Voilà, je jette un tout petit coup d'œil à l'heure. Et puis, moi, je vais terminer avec ça. Vous dire que pour aller plus loin sur les sujets, je reviens côté institut, là, fait un petit détour par cette expérience d'Aurémy. On a désormais ces double compétences, double casquette, double savoir-faire qu'on transmet dans nos formations aussi. Donc, on a étoffé le catalogue qui comportait une part technique sur comment faire un bâtiment durable, alors avec des publics divers et variés. Hein. On parle aux programmistes, on parle aux AMO, on parle aux maîtres d'ouvrage, on parle aux architectes, on parle aux bureaux d'études, etc., sur différentes typologies de bâtiments. Et désormais, on a aussi toute cette manière de voir, de faire, d'accompagner les changements de regard, les changements de pratique, de revisiter la manière dont on peut faire avancer les projets, concevoir des ateliers comme ça a été imaginé juste avant, ou simplement comment on va accompagner un maître d'ouvrage d'un bout à l'autre, sont des choses sur lesquelles on peut vous proposer de travailler. Voilà, je ne vais pas en dire plus et puis peut-être laisser simplement la place au temps d'échange. Oui. Merci beaucoup, Jérémy. Donc, je reprends la main pour l'animation. Et alors, je vais essayer de faire ce que faisait Héloïse très, très bien. Peut-être pas une synthèse, mais en tout cas, moi, ce que ça m'évoque, c'est un sujet avec lequel j'aimerais, une question que je reviendrai vers toi dans le fil des questions qu'on va avoir maintenant. C'est, on a un sujet, par exemple, qui est la gestion des déchets, qui est un sujet transversal sur les chantiers, où on se rend compte que quand on fait du top-down, ça marche pas du tout, quoi. Voilà. Et donc, j'aimerais bien voir si c'est quelque chose que vous avez expérimenté à Dorémy dans la formation et ce que vous avez imaginé comme, enfin, ce qui en est ressorti comme façon de faire directement sur le chantier. Mais peut-être, avant de passer à cette question-là, donc vous pouvez tous réactiver, si vous le souhaitez, votre visio. Et peut-être, on va passer à la première question qui était sur le chat. Et sinon, pour poser une question, vous allez dans réaction en bas, vous levez la main
et vous rallumez votre visio et votre caméra, pardon, et votre son. Et comme ça permet de vous voir quand vous posez les questions, ce qui est plus agréable. Donc, je vais peut-être juste partir des questions du chat pour commencer. Donc, il y avait une question de Francis à l'attention de Laure. Francis, est-ce que tu veux poser ta question? Francis. Alors, ouais, super. Voilà. Bonjour. C'était une question par rapport au cas concret sur la ville de Bordeaux et l'île de la Réunion. S'il y avait eu des exemples d'actions qui ont été menées, ou qu'est-ce que ça peut nous illustrer un petit peu la démarche pour voir un petit peu vers quoi vous avez été amené et surpris peut-être. Oui, alors, c'est des démarches récentes. Peut-être illustrer le diagnostic partagé des pratiques sur ce que les gens ont pu exprimer comme levier, axe d'amélioration. Alors, il y a eu, par exemple, sur toute la partie gestion courante, ils sont eux-mêmes nommés qu'ils n'avaient pas de stratégie de la maîtrise de la demande en électricité, qu'ils étaient assez carrés sur les réglages CVC, etc., mais que sur la partie M2, il n'y avait pas de stratégie. Donc, c'est un sujet sur lequel ils doivent s'y coller. Sur la partie, je me souviens aussi du gros entretien renouvellement. Là, c'était dans l'articulation avec les maîtres d'ouvrage, de partager le constat qu'il y avait des incompréhensions et des insatisfactions des fois côté maître d'ouvrage, de la réactivité, de la direction des bâtiments. Mais en fait, ils ne travaillent pas de budget pluriannuel, ce n'est pas du tout intégré à une trajectoire. Ça se trouve, ils interviennent sur des bâtiments alors qu'il y a de la... Donc, en gros, ils voulaient arrêter le curatif là-dessus. Donc, ils ont proposé d'arrêter le GER curatif et de questionner les travaux de GER au regard d'une trajectoire énergétique. Où le bâtiment est-il positionné dans la trajectoire de rénovation et à quel... est-ce qu'il est pertinent de faire des entretiens, enfin des interventions de GER maintenant, ou est-ce qu'il y a un projet plus global d'ici 2 ans? Donc, intégrer le GER, non pas dans une vision annuelle aussi, mais dans une vision pluriannuelle. Et puis, il y a eu d'autres modifications méthodologiques sur la partie... par exemple, ils ont des financements pour, avec les financements programme C2E, FNCCR, là, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, les collectivités ont des financements pour arriver à structurer leur démarche de travaux sur leur parc bâti, et c'est finance des audits. Et alors là, l'audit sur plusieurs centaines d'écoles qui est à la fois assez coûteux, trop détaillé pour intégrer ça à des réflexions d'éléments stratégiques, mais pas assez détaillés pour passer à l'action. Là, ils sont appliqués une règle d'analyse multicritère en amont, de manière à ce que les études lancées après soient adaptées au niveau de questionnement qu'on a sur ce bâtiment. Et quelque part, ils le connaissent, leur parc. Ils savent s'il y a des enjeux de vétusté, d'intervention massive sur le bâtiment qui se programme, et auquel cas on lance des études d'une certaine nature. Alors que si on doit faire des interventions simples, hors enveloppe, et ben ça va être d'autres études qu'il faut lancer. Et si au contraire, c'est un bâtiment complexe, il y avait par exemple le conservatoire, le conservatoire de musique, qui est un conservatoire régional, sous maîtrise d'ouvrage bordelaise, à ce moment-là, il faut lancer peut-être des études encore d'une autre nature, avec de la métrologie, des choses comme ça, pour comprendre le fonctionnement du bâtiment. Donc, arriver, plutôt que de dire on lance une sorte de campagne d'audit parce que c'est subventionné, arriver à serrer les types d'actions. Et pour ça, ça nécessitait des changements de pratique. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne d'habitude. Donc, voilà, c'est peut-être des évidences pour vous. Ça ne l'était pas dans un fonctionnement de 300 personnes avec X direction, maîtrise d'ouvrage en face. Donc, sortir d'un diagnostic partagé des pratiques avec l'idée, j'en ai cité 3, mais que ces axes d'amélioration, ils sont bien, partagés
ça légitime que ça va avancer, il va y avoir des groupes de travail derrière. Donc ça, c'est peut-être sur la partie Bordeaux, hein, pour dire voilà, le produit de sortie du diagnostic partagé des pratiques. Sur comment dire, la Réunion, on est en amont de ça puisque c'est une mission qui s'est terminée au mois de juillet. Donc autant dire qu'il ne s'est pas encore passé de choses depuis lors. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que le produit de sortie, qui est vraiment un noyau d'agents hyper motivés, qui trouvent du sens à s'investir là-dedans, qui sont en capacité de faire des propositions, mais bottom-up, et pas seulement des exécutants d'une vision descendante de ce que devraient faire les uns les autres, ça vient vraiment challenger la structure organisationnelle, le mode de faire à l'intérieur. Donc là, il y a encore, c'est un process qui est en cours, et je leur parle demain pour voir où est-ce qu'ils en sont. Ce sera peut-être encore des choses à accompagner. Mais ça libère une puissance d'envie d'agir qui est en soi un livrable, en fait. C'est ça qu'on essaye de valoriser aussi. C'est en soi un produit de sortie. C'est en soi quelque chose qui va produire dans la durée. Mais voilà, on se revoit dans 3 ans pour voir à quel point ça a généré des kilowattheures en moins. Est-ce que ça répond à votre question, Francis? Oui, absolument. Oui. En tout cas, c'est super intéressant que ça soit un livrable, je trouve. Mais bon, comment? Parce que nous, ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, c'était dit dans le chat aussi par certaines personnes. Comment rémunérer, comment se faire rémunérer pour ce travail qui n'est pas... qui ne se fait pas tout seul, qui suppose de s'investir, etc. C'est une vraie grande question, hein, parce que toute cette dimension d'accompagnement, changement, de prise en compte du facteur humain, etc., rencontre les fourches codines de notre mode de pensée classique, normal et à l'occidental, et dans une volonté de maîtrise et de contrôle. Et effectivement, quand on accompagne le changement et qu'on libère des envies et des capacités à faire collectives, etc., quelle valeur on donne à ça? Comment on évalue ce capital social, on peut dire? Donc, l'ADEME se casse aussi la tête là-dessus, les financeurs tâtonnent. Enfin, c'est un vrai sujet d'actualité. Hein. Oui, alors que c'est par là que passera la transition de toute façon. Donc, c'est quand même... Mais nous, on en est convaincus, mais le truc, c'est, voilà, à partir du moment où on re-rencontre le système tel qu'il est aujourd'hui, on rencontre forcément des écueils où on nous demande de rendre des comptes dans un tableau Excel, en quoi ça contribue à, et quels sont les chiffres derrière, etc. Donc, on se rend compte aujourd'hui, hein, très, très sincèrement, que, en général, et on retombe sur le dessous de l'iceberg, ça marche quand ça rencontre la sensibilité et la conviction presque préexistante des pionniers aujourd'hui. Je ne sens pas qu'on soit à un niveau de maturité qui permette d'objectiver les manières de mesurer ça. Puis dès lors qu'on re-rentre dans cette question de la mesure, on remet en objet l'humain et non plus en sujet. Et c'est une vaste question, hein. Je m'arrête là, mais c'est une vaste question. Okay. Merci. Il y a Nicolas No qui a demandé à avoir la parole. Alors Nicolas, c'est à vous. Bonjour, ouais, merci beaucoup à tout le monde pour vos interventions super intéressantes. Je voulais en fait amener un petit témoignage sur cette question aussi des indicateurs à mesurer, etc. Enfin, nous, on fait aussi beaucoup d'assistance maîtrise d'ouvrage. Et l'habitude qu'on a pris en démarrage de l'opération, c'est de re-questionner un peu la mission qu'on nous a confiée. Et souvent, on a des grosses surprises, justement, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur, quand on vient chercher un AMO environnement ou énergie, sur quoi ça découle, en fait, comme mission en pratique. Et du coup, il y a des fois une phase un peu de flottement comme ça, où les gens sont un peu désarçonnés par le fait que quand on arrive avec une position un peu d'expert et qu'on regarde leur projet, on dit que, par exemple, on arrive au constat que la question énergétique, elle n'est pas forcément... Enfin, disons, on nous amène à poser d'autres questions
Et je dis souvent ça, c'est qu'en fait, nous, on invite plutôt les gens à se poser la bonne question plutôt que de venir bien répondre à leur question, qui n'est pas toujours la bonne. Mais c'est vrai qu'on revient souvent, en particulier chez les gens qui ont des comptes à rendre, je pense des chargés d'opération, des gestionnaires de patrimoine aussi, de savoir comment on valorise ce travail derrière. Il y avait une diapo là que je trouvais super intéressante qui donnait la distinction entre conduite et accompagnement, et je trouvais ça intéressant justement sur la conduite de montrer qu'effectivement on a une cible, on sait déjà vers quoi on veut aller, donc là c'est facile de mettre en place des indicateurs, et à l'inverse sur l'accompagnement, il faut aussi amener les gens à ne pas viser quelque chose de particulier, mais plutôt viser un chemin. Et donc, voilà, je voulais juste faire le petit témoignage de cette petite réflexion-là. Je sais que sur des projets aussi sur lesquels on est, je ne sais pas, par exemple, des projets avec beaucoup d'acteurs, avec des visions, enfin, disons, des intérêts antagonistes. Je pense à des projets, par exemple, on a une ville, un aménageur, un promoteur, un bailleur, tout ça, avec des cahiers des charges sur lesquels les gens se confrontent. Pour essayer d'emmener un projet le plus loin possible alors que les gens doivent s'engager, ce n'est pas toujours facile. Et amener un dialogue entre tous ces gens-là dès le départ, nous, on a réussi à le faire une fois sur un projet qui est toujours en cours. Je ne sais pas s'il aboutira aussi loin qu'on le voulait, mais en tout cas, jusque-là, c'est déjà une grande satisfaction de dire on s'engage avec un cap très élevé, mais avec une possibilité de le renégocier tous ensemble. Si on fait des constats d'échec par rapport à ce cap et qu'on arrive à démontrer qu'on n'y arrive pas, et voilà, d'asseoir aussi une méthode comment on appelle ça, de dialogue quoi, entre tout. Et ça va un peu à l'encontre des outils juridiques qui existent aujourd'hui, donc c'est compliqué aussi, mais ça nécessite que tout le monde soit voilà, dans le même bateau et avec la même volonté, mais voilà, pour l'instant, moi j'ai au moins un projet dans lequel j'ai le plaisir que ça marche, on verra si ça marche sur d'autres. Et si vous avez d'autres exemples comme ça de votre côté, voilà. Ok. Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, témoignages? Je regarde si quelqu'un a levé la main. Peut-être juste rebondir sur ce qu'évoquait Nicolas avant que quelqu'un lève la main. Effectivement, et sur l'intervention précédente, je crois qu'il y a un changement en soi qu'on accompagne auprès des maîtres d'ouvrage. C'est le fait de faire valoir que la prestation qu'on peut leur apporter peut relever plus du processus, c'est-à-dire de comment, ça a été dit, leur faire poser les bonnes questions et trouver peut-être eux-mêmes la manière d'y répondre, plutôt que de répondre à une question qui a été mal formulée au départ. Donc d'être plutôt sur le processus que sur le contenu. Ce qui tranche encore une fois beaucoup avec la pratique habituelle qui est de faire appel à un prestataire pour avoir une réponse, pour avoir un contenu, pour avoir une expertise, pour avoir un conseil. Et c'est un vrai changement de posture que d'amener des questions qui vont permettre à ces savoir-faire de s'exprimer localement. Et évidemment, on pourra compléter, on pourra bonifier, on pourra amener quand même de l'expertise, mais il y a quand même un processus qui est vraiment différent, quoi. Alors, du coup, même, excusez-moi, du coup, je veux répondre, ça m'intéresse. C'est juste que, aussi pour dire que même nous tous ici, en tant que professionnels, aussi la posture, même quand on arrive devant un client ou un partenaire habituel, de définir ça, c'est pas... on manque aussi d'éléments de langage. Hein. Moi, plus j'avance dans mon métier et moi, je sais expliquer ce que je fais comme métier parce qu'on manque de mots. Avant, c'était facile. Je disais, je suis ingénieur énergéticien ou voilà, ingénieur environnement. Mais aujourd'hui, expliquer à quelqu'un avec 3 mots ce que c'est mon métier, c'est très compliqué, quoi. Donc, on a peut-être aussi des choses à inventer dans ce domaine-là. Et puis, personnellement, je m'estime pas assez compétent en AMU ou en conduite du changement pour pouvoir utiliser ces mots-là, mais je pense qu'il y a des choses à inventer dans ce domaine-là, enfin, même sémantiquement, et tout, c'est pas évident aussi. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que moi, ça fait longtemps que j'ai fait le constat que
on me demande on vient vers moi avec une question technique, mais que la question, elle est un peu technique, mais pas tant que ça, en fait. Elle est vraiment plus de comment on va faire, et quel objectif on se fixe, et pourquoi, et vers quoi on a envie d'aller, et comment on va y aller, quoi. Alors, s'il n'y a pas de questions là qui arrivent là tout de suite, je reviendrai bien vers toi, Jérémy, avec la question de cette question de gestion des déchets de chantier. Là, parce qu'on a des 2 opérations sur lesquelles c'est finalement moins évident, ou comme s'il y avait eu un recul par rapport à ce qui se faisait. Et donc, je ne sais pas si c'est quelque chose, j'imagine que dans Dorémy, vous en avez parlé, et un peu qu'est-ce qui sortait des différentes pratiques et des retours, de la facilitation. Ouais. Ouais, c'est un point parmi d'autres, effectivement, quand on veut faire les choses bien. Et il y a eu finalement à faire un peu des choix, des arbitrages, on va dire, dans le fait de placer la barre plus ou moins haut sur les différents critères, les différents enjeux. Donc, ce que je te dis reste valable jusqu'à il y a 1 an. Peut-être ça a évolué depuis. Je suis beaucoup moins en contact avec les équipes opérationnelles, mais globalement, l'enjeu numéro 1 sur lequel il n'y avait pas de volonté de trop mégoter, c'est la performance énergétique et le confort thermique. Les autres enjeux qui pourtant sont importants, comme le choix des matériaux, par exemple, biosourcés, pas biosourcés, la gestion des déchets et d'autres critères, enjeux, cibles de confort ou de bonne manière de faire ont été un peu moins priorisés, on va dire. Donc, sur la partie, tu vois les 3 piliers, l'aspect force commerciale sous-entend que la relation avec le client, elle est importante, et pas seulement en amont, parce que le client d'aujourd'hui, c'est le bouche à oreille de demain, et que du coup, la dimension chantier propre et respectueux du client qui parfois y habite, là, dans le cas d'un particulier, elle est vachement importante. Voilà, ça c'est sur le papier, donc c'est un des critères qui fait l'objet de quelques enjeux, séquences de formation, etc. Mais il est largement pas prioritaire par rapport aux autres dans ce qui a été proposé aujourd'hui, avec l'idée qu'on ne peut pas trop charger la barque, sinon on va pas pouvoir la faire avancer, quoi. Et que peut-être dans une logique là aussi d'apprentissage dans la durée, parce que les questions qui étaient adressées alors tout à l'heure, j'ai pas rebondi dessus, mais elles amènent ça aussi, hein. Se dire qu'on engage quelque chose qu'on engage des changements qui sont profonds, qui bouleversent des habitudes et qui ne peuvent pas tous intervenir simultanément et rapidement. Donc avoir plutôt cette logique de peut-être demain, quand on aura suffisamment de recul sur les nouvelles pratiques énergétiques et de confort, on pourra essayer de faire mieux et y aller pas à pas, quoi. Moi, j'ai pas beaucoup plus à te dire sur le sujet. Ok. Et peut-être, est-ce que dans les modes d'organisation que trouvaient ensuite les entreprises entre elles, comment elles arrivaient en fait à faire qu'il n'y ait pas un chef organisateur, mais que ça se passe en fait en transversal? Est-ce qu'il y avait des clés particulières, des choses qui faisaient qu'à un moment, parce qu'à de 2 à 2 ça peut fonctionner, mais en fait, comment ça arrivait à prendre en fait pour faire équipe? Je rebondis sur un des commentaires que je vois encore là à l'écrit. Il faut se garder de calquer un modèle de fonctionnement identique sur tous les groupements d'artisans. Oui, bien sûr. Justement, l'écueil aurait été, je pense, de préconcevoir un mode d'organisation à faire adopter. Là, on aurait été dans de la conduite et ça prend pas. La posture qui est adoptée, c'est plutôt faire émerger ce mode d'organisation, en fait. Donc, il y a des temps dans la formation qui permettent de traiter ces aspects,
Alors, à travers ce filtre des 3 axes, finalement, sur le plan technique, qui est-ce qui, selon vous, dans le groupement, est le plus à même d'assurer un regard critique sur en phase chantier? Alors, tu as tout ce qui peut se passer en amont, mais si je prends l'exemple du chantier, qui est-ce qui, parmi vous, est le plus à même d'assurer une présence? Alors, évidemment, tu as des choses un peu récurrentes. Le plus gros lot de travaux, c'est souvent ce qui concerne l'isolation de l'enveloppe. Ils vont du coup être plus présents, avoir plus de personnel sur le chantier. Mais n'empêche qu'il y a des choses qui plus tard pourront être transférées, peut-être du côté du chauffagiste ou de l'électricien, parce que ça sera le bon moment. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite. Voilà, il y a quelques clés comme ça. Qui est-ce qui a le regard plutôt sur l'aspect commercial? Tiens, bah, on va intervenir là. On va aller chez un client nouveau. L'idée, c'est que tout le monde soit là lors de cette étape qu'on appelle l'état des lieux architectural et technique, d'éviter qu'il y ait un seul bonhomme qui ensuite rapporte au reste du groupement, mais que chacun puisse prendre connaissance et du chantier et du maître d'ouvrage et de ses souhaits et capturer un peu tout ça. N'empêche que très vite, chacun peut se disperser, aller prendre ses cotes à lui, aller farfouiller dans un vide sanitaire ou dans les combles. Et donc, bah, sachant que ça va se passer, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a peut-être moins de boulot sur cette phase-là, qui pourrait prendre la casquette d'avoir d'essayer de ne pas lâcher le client, quoi, qu'il ne se retrouve pas tout seul, les bras croisés au milieu du salon, et comme personne n'a pris ce point d'attention, ce point de vigilance, bah, chacun est parti à des endroits du chantier différents. Voilà. Des choses de cet ordre-là, en fait. Sur la base des écueils qui ont été constatés sur les retours d'expérience précédents. D'où l'importance de la dynamique de réseau que j'évoquais. Chacun a le droit de faire des erreurs, mais peut-être on n'est pas obligé de refaire celles qui ont déjà été repérées 4 fois auparavant dans des situations similaires. Ok. Merci. Mais sur les déchets, moi, l'expérience que j'ai, c'est que les chantiers où il y a un bon tri des déchets, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est un peu motivé et qui arrive à en parler, à échanger. Et du coup, ça devient… Et puis, s'il le fait bien, eh ben, les autres ont envie de le faire aussi, parce que une plateforme de déchets qui est bien organisée, c'est aussi une plateforme de ressources, parce qu'on peut trouver des trucs dont on a besoin aussi. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un… Encore une fois, ça passe par l'humain, quoi. On a beau écrire des CCTP bien détaillés ou pas assez détaillés, mais bon, peu importe, il y a un moment, ça passe par l'humain. Et moi, j'ai une petite histoire. Quand j'étais plus jeune, je bossais pour une entreprise de bâtiment et j'avais un patron qui m'avait raconté qu'un jour, il y avait un gars qui était toujours les mains dans les poches sur le chantier et vraiment, ça l'énervait. Il a fini par licencier le gars en question. Et la productivité de l'entreprise a chuté assez drastiquement après le départ de ce gars-là. Et du coup, il a questionné les autres équipes en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce gars, il savait toujours où étaient les choses. Il mettait de l'huile dans les rouages de toutes les équipes finalement. Et certes, il ne produisait pas lui-même, mais il avait un rôle très important. Et ce patron donc, que j'avais, il a dit, moi, j'ai rappelé le gars pour le rembaucher. En fait, j'ai compris que sur le chantier, il avait une vraie importance, quoi. Bon, il a eu cette intelligence de rappeler le gars pour le rembaucher. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas de questions complémentaires dans le chat. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou souhaits d'échange, je propose qu'on rallume tous nos caméras, comme ça on peut se dire un au revoir de vive voix, de vive vue, si vous voulez bien.
Voilà, super. Ah, pas encore tous. Ah, tout le monde n'a pas envie de rallumer sa caméra. Presque. Bon, en tout cas, un très grand merci à Laure et Jérémy. C'est une première collaboration, on va dire, ICEB, Institut Négawatt, mais je pense qu'on essaiera d'en avoir d'autres. En tout cas, je dirais que ces échanges et ce que vous apportez et les échanges qu'on a eus en préparation, nous, ça nous a aussi beaucoup confortés dans le fait que avec le COPLAB, on expérimente dans ce qu'on fait, dans nos pratiques professionnelles, on expérimente aussi, et que quelque part, on va dans le bon sens, même si, comme tu disais Laure au tout début, en fait, on est toujours en train d'avancer et de créer des choses, enfin d'apprendre en fait, et aussi de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, il n'y a pas quelque chose qui est figé. Et c'est à la fois passionnant et à la fois pas toujours très facile, surtout quand on a besoin de défendre une conviction devant une équipe ou devant des clients. Et en tout cas, je dirais que ce qu'on en retire, en tout cas au niveau du COPLAB, c'est que quand on a goûté à ça, quand on a goûté à ce que c'est que un certain parler vrai, une certaine écoute, une façon de faire ensemble, en fait, on a envie que ça continue comme ça. Et je pense que c'est cette envie, cette chose dont vous parliez, du plaisir, de l'envie, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider, enfin qui est indispensable en fait pour qu'on arrive à réussir cette transition. Je ne sais pas si vous avez envie de faire un petit mot de conclusion aussi, Emmanuel, Laure, Jérémy. Juste vous remercier, puis effectivement, vous souhaitez tomber dans la marmite et de prendre autant de plaisir que nous à aller sur cette dimension humaine du changement, y compris dans le bâtiment. Plaisir. Au revoir. Au revoir à tous et à toutes. Très bonne soirée. Et puis, vous retrouverez tout sur le site de l'ICEB d'ici quelques jours avec les présentations et l'enregistrement. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.